l'avez pas déposé ici, non? Je vais essayer de parler un peu plus fort. Et si je suis très long, tu m'arrêtes. Tu peux venir ici, un petit effort. Bon, c'est pas bien. Moi, je voulais réagir un peu à l'ensemble parce qu'il y a des éléments en commun. Donc, par rapport à la question d'abord de l'image et de son rôle dans la résistance et la fédération. Je voudrais rappeler en revenant sur ce que c'est Mansour, sur sa communication d'hier, parce qu'il y a un documentaire, puisqu'on parle documentaire, qui montre ce rôle qui n'a jamais été montré d'ailleurs dans l'histoire, même dans l'histoire des États-nations, le rôle de l'image, que ce soit dans le cinéma, dans la photographie, n'a jamais été mis en évidence. Donc, je signale un documentaire, merci beaucoup, je signale ce documentaire qui s'appelle La mécanique de l'orange, donc c'est pas l'orange mécanique, qui montre comment une affiche, une simple affiche, a joué un rôle très important dans la propagande sioniste et la propagande pour l'État israélien. C'est une affiche qui montre le rôle d'un Israël moderne à travers tout simplement des images de fermes d'oranges, parce qu'on sait que Haïfa est très connu pour la production de la qualité de leurs oranges. Et donc, c'est une affiche qui est faite sur fond de photographie ancienne orientaliste qui a montré une Palestine vide, un désert à occuper, à moderniser. Et qu'est-ce qu'on montre dans ces affiches? On montre de jeunes Israéliennes habillées en jupe qui travaillent dans les fermes d'oranges et donc avec des machines modernes. Donc, ce rôle, d'ailleurs, j'aimerais par la même occasion inciter notre collègue à relire ce livre d'Edouard Saïd en pensant à la photographie, parce qu'il y a une photographie très importante, et son rôle, justement, c'est de montrer que l'image qui a été faite du Palestinien est fausse. La preuve, c'est que les photos montrent la famille d'Edouard Saïd, une famille moderne. Et d'ailleurs, par la même occasion, je signale que le livre qui a été fait par Elias Sambar et Khalid Rad, enfin entre autres Khalid Rad, parce que c'est un des premiers photographes palestiniens, qui ont montré que la Palestine existait, et que cette Palestine qui existait déjà au début du 19e siècle, contrastée par les habitudes et les costumes, avec l'image qu'on voulait en faire. Donc, maintenant, la question de l'image, effectivement, moi, d'abord, j'aimerais réparer une omission, parce qu'on n'a pas parlé, j'ai entendu parler de Edmond Amr al-Malh et parler de Khatibi, parler de Tony Maraini, mais à aucun moment, Moulim Larossi le nom de Moulim Larossi a été évoqué. Ces quatre personnes ont formé ce qu'on appelle l'establishment artistique, à mon avis. Et je pense que autant leur rôle était primordial dans la mise en valeur de ce qu'on peut appeler une identité plastique, autant ils ont limité l'évolution de la peinture au Maroc. Je veux dire par là que ce discours critique sur l'art au Maroc, au nom de l'identité, au nom donc d'un nationalisme qui réagit à un nationalisme pictural et littéraire, a empêché la mise en valeur d'autres expressions artistiques qui ne s'inscrivent pas dans cette lignée de la peinture du signe et de l'abstrait. Et le seul qui, à un moment donné, a essayé de se rattraper, c'est Moulim Larossi, qui a longtemps travaillé sous l'aile de Khatibi, mais qu'à un moment donné, il a compris, s'est ressaisi quand il a produit la peinture contemporaine marocaine. Et là, il s'est ouvert sur différentes sensibilités artistiques marocaines qui dépassent ce qui a été réduit pendant 2 décennies, sinon plus, à l'abstrait et à l'art du cinéma. La deuxième figure maghrébine et qui a dépassé, comment il s'appelle, Moulim Larossi, et qui a été conscient de la mutation qui a lieu aujourd'hui dans l'art contemporain arabe, et que je pense il y a peu de critiques d'art qui la suivent, c'est Al-Gouhamed dans son ouvrage Contre-Prêche, où là, il a compris qu'il y a de nouvelles expressions artistiques,
sont des installations, la photographie, la performance, la chorégraphie, qui sont en émergence, qui ont l'existence, etc., et donc auxquels il s'est intéressé. Je voudrais apporter juste une nuance. Dans l'islam, la figuration n'est pas complètement interdite. Et je voudrais signaler deux traditions, parce qu'il y a la tradition sunnite et la tradition chiite. Et vous devez savoir que jusqu'à récemment, des portraits du prophète étaient dans les rues de Téhéran, en Iran. Ils n'étaient pas interdits. Et la figuration, d'ailleurs, les Marocains ont vu des films iraniens, on figure le prophète Youssef. Et la preuve, c'est que les Iraniens aujourd'hui, tant dans le cinéma que dans la photographie, constituent une réelle exception dans le monde arabo-musulman et font un cinéma et une photographie de très haute et belle facture, parce que la tradition n'est pas la même. Et je vous remercie parce que vous avez rafraîchi ma mémoire par rapport à Ali Safi que j'ai rencontré à Marrakech, une très belle personne, très érudite, très courtois, très fin comme artiste. Il faut un travail extraordinaire qui est rare quand même dans la scène artistique. Lui, Daoud Ouled Syed et Ahmed Bouanani, est rare dans la culture marocaine, c'est-à-dire il crée une filiation qui permet donc de donner ce que vous avez, votre vœu, le vœu de beaucoup de gens, une identité au cinéma marocain. Voilà, je vous remercie. Merci Abdelrahmi. Alami, votre question s'il vous plaît. Le micro. أتفاعل مع الأستاذ السيد. تحدث عن شخصيتين أساسيتين. الأولى شخصية ميشيل عفلة، الثانية شخصية الأفغاني. هذه الشخصيتان تتضاربان في التاريخ. بالنسبة للفكرة الأولى التي انطلق منها خصوصا عند الأفغاني حينما تحدث عن العصبية، منظوم العصبية ومفهوم له جذور تاريخية انطلاقا من العصر الجاهلي مرورا بالعصر الأموي وكذلك في العصر العباسي الشعوبية. إذا فكرة العصبية هي لم تأتي اعتباطية عند الأفغاني، وإنما جاءت نتيجة فكرة تأسيس جمعية العروي الداعية إلى تأسيس جامعة إسلامية تضم المسلمين في العالم، ثم كذلك تعمل على تطبيق الحكم الإسلامي ومبادئ الشورى وتجديد الفكر الإسلامي، أي بعبارة أوضح تحرير الشعوب العربية. هل هذه الفكرة أو فكرة العصبية عند الأفغاني نابعة من جذوره الدينية، لأنه في الحقيقة ينتمي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه. الحقيقة هي فكرة على ما أظن بأنها نابعة من توجه ديني أي الشيعي. إذا هذه فكرة العصبية. انتقلتم كذلك إلى الحديث عن ميشيل عفلة، هذا الرجل السياسي المفكر، فهو الأب الروحي لحزب البعث. قلتم بأنه في حديثه عن ذكر الرسول العربي لم يتكلم عن الرسول وإنما تكلم عن النبي، أو عفوا تكلم عن الرسول ولم يتكلم عن النبي، تكلم عن العربي ولم يتكلم عن المسلم. إذا نظرنا إلى هذا العمل فإننا سوف نجد بأنه لا بد من النظر إلى الإسلام كان حركة عربية وكان معناه تجدد العروبة، ثم كذلك اللغة التي نزل بها هي كانت عربية وفهمه للأشياء كان بمنظار العقل العربي، والعيوب التي حاربها كانت عيوبا عربية. أما المسلم فهو لم يكن سوى ذلك العربي الجديد المتطور الذي آمن بهذا الدين الجديد. شكرا لك. Merci. Khalid, à ton tour, pose la question. Ah oui, je serais
très bref pour la question. C'est par rapport à ce que Zoé disait sur créer sa théorie, parce que j'étais très interpellé par cette question. Alors, à ton avis, parce que ça c'est à la fois une proposition et une question, à ton avis, est-ce que tu crois réellement que Amr al-Malh s'est engagé dans une création de sa propre théorie? Parce qu'au fond, sa réflexion sur l'art, en tout cas, est traversée par l'influence directe ou indirecte de Walter Benjamin. Son rapport à l'art, il passe aussi par le prisme de Walter Benjamin. Ce qui fait que je ne sais pas si vraiment on peut créer sa théorie, parce que le propre de la théorie, c'est qu'elle aspire à s'abstraire du local, s'abstraire du particulier, pour justement pouvoir s'appliquer, si je puis dire, dans différents contextes, pour pouvoir justement être universel. Alors je ne sais pas si vraiment la formule, créer sa théorie, pourrait être productive pour Edmond Amr al-Malh. Je te propose, c'est une proposition, je te propose peut-être de creuser cette histoire-là pour voir aussi par quel prisme il écrit sur l'art, quelles sont les références implicites qui ont formé aussi sa conception de l'art, son goût, etc. Parce que nommer les épices sans les traduire, c'est être parfaitement aussi dans une conception qui est déjà très développée en Europe, qui est le maintien de cette différence radicale que tu connais très bien. Ségalène, on peut dire que là, il est aussi dans le sillage de Ségalène. Donc, je ne sais pas si vraiment on peut créer sa théorie. Oui, voilà, c'est ça. Merci Khalid. Khalid, sauf tout a été dit, mais comme personne n'écoute, il faut constamment redire. Ma question, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une théorie chez Edmond? Quels sont les fondements esthétiques et critiques de cette théorie? Est-ce qu'il a un statut d'un critique d'art? C'est un écrivain qui a une sensibilité esthétique, qui aime écrire. Je crois qu'il y a un travail à faire pour prouver qu'il s'agit d'une théorie ou quelque chose comme ça. Parce que la valeur académique vient des écrivains, je ne sais pas, voilà. Merci d'avoir été très bref et je donne la parole à nos intervenants. On va obéir bien sûr à l'ordre de passage. Je donne à droite. Alors, merci, Madame la Présidente, merci à Mohamed Bouaras de me donner l'occasion de reprendre la question donc, de la pureté par laquelle j'ai commencé mon intervention, donc, qui est en réalité une simple lecture de cet article qui me semble toujours actuel, toujours vivant, le nationalisme et littérature de l'Égypte, publié dans le prétexte. Alors ce qu'il entend, je le répète encore une fois, par pureté, la morale de la pureté, elle consiste tout simplement à purifier les esprits de la tentation nationaliste et ce qui pourrait s'y cacher comme exclusion. Voilà. Et je donne pour illustrer mon propos le cas de son adhésion à un moment donné au communisme. Alors il avait adhéré bien sûr au communisme, et il s'était même rendu en URSS, à l'invitation donc de Staline, mais il a su en revenir dans tous les sens du terme, puisqu'il a écrit effectivement ce fameux texte autour de l'URSS. Alors pourquoi je voudrais m'appuyer sur cet exemple-là? C'est juste pour un petit peu résumer sa pensée autour du rapport entre littérature et nationalisme. Alors le communisme, parce qu'il croyait, il trouvait, je dirais, la matérialisation d'un projet personnel, d'un mythe personnel, la concrétisation d'un itinéraire personnel, puisqu'il était pour la liberté de conscience, pour la liberté de penser, mais il en est revenu parce que sa déception a été énorme
proportionné à ses illusions. Voilà. Donc, et c'est justement aux illusions, de quelque nature qu'elles soient, que toute son œuvre va livrer bataille. Alors, ce qu'il cherche à dire au fait, c'est que l'être humain se doit effectivement de se méfier donc des absolus et travailler à les relativiser. Alors, donc le communisme, il y a adhéré à un moment parce qu'il croyait pouvoir y trouver, je dirais, la concrétisation de ce mythe personnel susceptible de l'aider à accéder à cette manière saine et heureuse d'exister vis-à-vis de lui-même, mais aussi vis-à-vis du monde. Qu'est-ce qu'il y a trouvé? Il y a trouvé tout simplement le contraire de ce à quoi il aspirait, notamment l'éradication des particularismes. Voilà, voilà. Merci. Merci. Khalid, tu as la parole. وفي حقيقة الأمر يصعب اختزال فكر الأفغاني في بعض الجمل، لكن ما يمكن أن أقوله هو أن النص أو النصوص التي تحدثت عنها خصوصا ماضي الأمة العربية وعلاج عللها، الأفغاني ينطلق من فكرة كونية الإسلام. في أغلب الأحيان هناك خلط بين الفكر الإسلاموي والفكر العروبي. الأفغاني والإسلاميين لا يدافعون عن فكرة الحدود، عن فكرة العروبة، عن فكرة الانتماء إلى فضاء معين، لأن الخلفية الفكرية التي يشتغلون بها هي خلفية كونية، وهناك منطق ديني هو يوجد داخل القرآن، داخل السنة بالنسبة للسنيين، وحتى داخل الفكر الشيعي الإسلامي. إذا أعطينا مفهوم للأمة الإسلامية كأمة تنحصر في فضاء معين وفي جغرافيا معينة، فهذا ضمنيا يطعن في كونية الإسلام، لأن رغبة الإسلاميين هي إشعاع الإسلام بغض النظر عن الجانب الديني أو الانتماء الديني، الانتماء القبلي، الانتماء الإثني، الانتماء القومي. أما بالنسبة للمدافعين عن العروبة مثل ميشيل عفلق، ففكرة الانتماء لفضاء معين، الانتماء لجغرافيا ذات حدود معينة هو شيء مهم. بطبيعة الحال مفهوم العروبة نظرا لأن في العالم العربي هناك انتماءات دينية مختلفة، هناك مسيحيين، هناك مسلمون الشيعة وسنة مسيحيين أرثوذكس إلى آخره، وهناك يهود عرب. يصعب تحديد الانتماء القومي انطلاقا من مفهوم اللغة أو من مفهوم الإثنية. وميشيل عفلق يقول في نصه حتى بالنسبة للأكراد وبالنسبة للبرابر وبالنسبة للتركمان فهم يمكن أن نعتبرهم عرب لأنهم ينتمون لنفس المخيال ولنفس الفضاء العربي. فانطلاقا من هذه الفكرة تحدثت عن مفهوم المواطن الكونسيبتوال، اش كي غادي نترجم هذا المفهوماتي الصوري او الصوري او المفهوماتي، المواطن كمفهوم. لاننا عندما نقول ان الكردي والبربري هم ينتمون لقومية عربية، فبطريقة ضمنية أو غير ضمنية نطمس هوية البربري وهوية الكردي، وهي هوية ثقافية مختلفة عن هوية العربي. وهناك خلط بين الانتماء القومي وبين اختيار بناء دولة قومية، لأن القومية يمكن أن توجد دون دولة، أما عندما تأخذ الدولة بزمام الأمور وتبني دولة قومية
فهنا نسقط في مفهوم ثاني للقومية. D'ailleurs, ce que je viens de dire est en lien avec la question sur Ernest Renan, qui a été posée, et je laisserai Hassan Brok peut-être prolonger la réponse. C'est qu'en fait, ces nationalistes arabes, je parle des nationalistes arabes, ont été aussi influencés par cette pensée européenne nationaliste qui a émergé vers le milieu du XIXe siècle. Ernest Renan, ces gens-là, c'est-à-dire Al-Afghani le connaît, il a même dialogué avec lui, et Michel Aflaq connaît ces textes. Et au fait, Ernest Renan, il définit la nation comme un plébiscite quotidien de tous les jours. Il définit la nation au-delà de l'appartenance confessionnelle, linguistique, parce que justement, il avait un problème en tant que Français à l'époque par rapport aux Allemands, qui eux définissaient l'appartenance par justement l'unité linguistique, parce qu'il y avait plusieurs États allemands à l'intérieur de l'Allemagne, et il fallait unifier ça par une langue. Et il avait un dialogue avec un certain Friedrich Jahn, Ernest Renan, dans lequel s'opposaient deux définitions de la nation. Et Ernest Renan, derrière sa définition d'historien, il y a une lecture politique partisane qui est en relation avec l'Alsace-Lorraine. Donc il fallait justement prouver que l'Alsace-Lorraine est française au-delà de la différence linguistique, puisque l'Alsace-Lorraine, les gens qui habitaient en Alsace-Lorraine, parlaient un dialecte allemand. Parce qu'il y a plusieurs dialectes à l'intérieur de l'Allemagne. Ils parlaient un dialecte allemand. D'ailleurs, dans ce sillage-là, il y avait une confusion entre ce que les Allemands appellent Volkssturm, qui est en fait une ethnité, ce n'est pas une ethnicité, mais une ethnité, Volkssturm, qui est développée d'ailleurs par Jahn également, et Staatsangehörigkeit, qui veut dire l'appartenance à l'État, et qui a été traduit en français par approximativement l'étalité, de certaines manière. Donc l'appartenance à l'État, ce n'est pas l'ethnité et ce n'est pas la nationalité. Il y a deux choses différentes. Donc, le problème, il est là. L'allemand définit en fonction de son idéologie et de sa politique par rapport à l'unification de l'Allemagne, et donc l'idée de culture allemande, l'idée de... Même, ils sont allés collecter des histoires, des Märchen, pour voir un peu que c'est quoi cette âme allemande, comment on va unifier ces différents États allemands, et en même temps, il y avait l'unité linguistique. Est allemand celui qui parle l'allemand ou des variantes de l'allemand. Pour Ernest Renan, ça ne l'arrange pas cette définition, parce que l'Alsace-Lorraine s'oppose à cette définition, et par conséquent, il a élargi cette définition de la nation au-delà de la confession et au-delà de la langue. Et au-delà de la race, parce que c'est une notion, je te laisse peut-être développer ça. Merci Khalid, à toi la parole. Asma. Oui, juste un ajout. Dans la conférence que j'ai citée de Ernest Renan, intitulée Qu'est-ce qu'une nation, il a vraiment, en convoquant les déterminations, que ce soit de la race, ou bien de la religion, ou bien de la langue, il a démontré, à travers un certain nombre d'exemples, qu'on ne peut pas définir une nation sur la base de ces critères, que ce soit la religion, la langue, ou encore la race. Et il a donné plusieurs exemples qui démontrent cela. À titre d'exemple, la Suisse. Il a montré que la Suisse, justement, dans son contexte, il y a 4, je ne sais pas approximativement, des langues, plusieurs races, et pourtant, elle constitue une nation. D'autre part, par exemple, l'Amérique, les États-Unis ou l'Angleterre, ils partagent la même langue, et pourtant, on a deux nations distinctes. Et c'est tout, c'était un ajout. Merci. Merci Asma. Zouhir, pour la parole. Merci d'abord pour Akrani, pour ses éclairages. Oui, c'est très compliqué aussi de parler de l'interdit un peu iconoclaste dans le monde musulman, surtout par rapport à la tradition iranienne. Mais quand même, ça a ralenti. Hein. On aurait pu donner mieux. Il faut savoir, et c'est avec la même relation, il faut savoir que les arts plastiques ont été institutionnalisés en Europe depuis le XVIe siècle.
Allez voir l'installation, bien l'instauration de l'Académie des Beaux-Arts. Donc, par rapport à la théorie, c'est un peu difficile parce que même Khatebi et Edmond, ils se désengagent par rapport à cette taxonomie. Hein. Ils sont les premiers, hein. Donc c'est difficile. Mais moi, en cherchant, en confrontant cela avec ce qui se passe dans le monde, j'ai trouvé qu'il ne s'agit pas d'une simple discipline. Donc l'esthétique peut être constituée de l'écriture sur l'art, de l'esthétique de l'art, l'histoire de l'art, l'essai sur l'art. Par exemple, l'essai sur l'art, tu ne parles pas d'écrivain en particulier, tu peux parler par exemple, comme Khatebi, lorsqu'il parle de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Qu'est-ce que c'est que la couleur? La couleur, c'est quelque chose qui vous appelle. Abstraction faite de tableaux, je sais pas, d'objectifs esthétiques. Lorsque on vous met dans une ambiance bleue, quelle serait la réaction de ton corps, de ton esprit? Si on change vers la couleur rouge, par exemple, une lumière tamisée, ça a un rapport avec toi. Abstraction de n'importe quelle création. Ça veut dire que l'homme est disposé à avoir une telle réaction avec la lumière, avec les couleurs, avec les ambiances, avec le toucher, avec l'olfaction. Donc, et là, il est dans l'essai sur l'art. Lorsqu'il va chercher les origines, il est dans l'histoire. Et lorsqu'il écrit, vraiment, il développe, il décortique le travail des peintres, il a écrit à propos de 130 peintres. Donc Khatebi a reconstitué ce qu'il a écrit sur la peinture, et moi aussi, hein, j'en viens pour la théorie. Alors, moi, pour Edmond Amran Meleh, il est léger quelque part quand vous lisez quelque chose sur, je sais pas, sur Bourguiba, mais lorsqu'il parle par exemple de Khalid Rib, il faut lire l'œil et la main. Non, mais c'est une véritable... Non, vous savez, Baudelaire disait que là, l'esthétique est partiale. Donc, il institutionnalise même la relation amicale. Je crois que devant les œuvres complexes, on peut passer par l'amitié. C'est peut-être l'amitié qui va éclairer votre âme. Ça n'enlève rien. Donc, dans l'œil et la main, je crois qu'il y a une micro-théorie qui s'appelle la poétique de la matière. L'œil et la main, sans abstraction faite de la théorie. En fait, c'est une théorie en elle-même. C'est-à-dire, ces objets du quotidien qui sont là, je sais pas, des dates, du pain, du vin, de l'eau, la parole, la musique, ce sont des choses qui agrémentent le quotidien et qui peuvent être, je sais pas, investies d'une transcendance. Et du visible et du lisible et du olfactif, lorsque tu passes à l'intellection, donc tu es dans l'art. Et je crois que le futur va dire plus pour cette poétique de la matière que j'ai développée dans un autre article. Je peux vous les envoyer. Ça s'appelle la poétique de la matière. C'est un المادة بالعربية شاعرية المادة شاعرية المادة parce que même Edmond était un bon vivant, donc il était très attaché à cette sublimation de la matière. Est-ce que ça ne te suffit pas, sensibilité au lieu de théorie? Non, il y a une... Pour l'instant, oui, parce que pour la théorie, il faut une taxonomie, il faut des repères, il faut une filiation. Et pour Walter Benjamin, il s'inspire beaucoup de Walter Benjamin, très très. Et d'ailleurs, sa compagne Marie-Cécile Dufour a écrit 2 ou 3 livres sur la pensée de... Merci beaucoup. Merci Zohir, Abdelkrim. Voilà, donc je crois qu'on peut mettre un terme, hein, au départ. Voilà, alors de toute manière, tout d'abord, je tiens à remercier nos intervenants, votre nom et en le mien, d'accord, pour la richesse des communications qu'ils nous ont présentées. Les séances, alors le prolongement aura lieu cet après-midi à partir de 15h. Voilà, donc la séance prochaine aura lieu à partir de 15h, donc dans la même salle. Je vous remercie.